À vous parler un tout petit peu du livre et pourquoi je l'ai écrit. En fin de compte, ce que je vous disais, c'est que j'ai fait de l'enseignement en ostéopathie pendant 15 ans. Et j'étais toujours un tout petit peu surpris que les étudiants viennent et pensent que parce qu'ils allaient apprendre des techniques, ça suffisait pour qu'ils deviennent ostéopathes. Alors qu'en fin de compte, il y avait une philosophie qui était à la base de l'ostéopathie, il y avait des concepts qui étaient à la base de l'ostéopathie. Mais avec les décrets et la loi française, on n'avait pas beaucoup d'heures pour enseigner ça. Donc c'était un tout petit peu passé très rapidement. Et donc ce que je voulais en écrivant le livre, c'était au départ témoigner auprès de mes élèves que l'ostéopathie, ce n'était pas uniquement des techniques, c'était autre chose. Et que s'ils s'engageaient finalement sur ce chemin de l'ostéopathie et qu'ils acceptaient, qu'ils comprenaient, qu'ils intégraient les concepts de l'ostéopathie, c'était plus que l'enseignement finalement d'une profession, c'était un peu pour eux un chemin initiatique. Il fallait qu'ils se laissent transformer finalement par cet enseignement. Et je pense que tous les enseignements qu'on reçoit, quels qu'ils soient, sont là pour nous transformer. Si un enseignement ne nous transforme pas, je pense qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait comme il aurait dû se faire. Alors, je ne sais pas si on va avoir assez de chaises. Là. Il y en a encore derrière. Alors, si vous voulez avancer un tout petit peu, vous pouvez avancer un peu. Tout le monde a sa chance, je vais vous gêner si vous. Donc je disais que le prix de la conférence c'était 2 € pour les gens qui étaient à l'heure et 18 pour ceux qui étaient en retard. Donc je fais passer pour que vous mettiez 2 €, non 2 €, pas 20, ça suffit. Vous n'avez pas la monnaie? Prends dedans, tu fais la monnaie. Ah d'accord. Voilà. Ok, donc ce livre finalement je l'ai écrit pour ça. Ensuite, un deuxième point qui m'avait interpellé, c'est que rien que dans le titre, l'être en mouvement, il y avait déjà un paradoxe. Puisque, comme le souligne le philosophe Bertrand Vergely, il y a une différence entre être, qui est quelque chose de statique, d'accord, et en mouvement, qui est quelque chose qui a recours à une dynamique. C'est-à-dire que l'être, finalement, c'est la personne que je suis, d'accord, donc c'est le moi. Alors qu'en mouvement, c'est la personne que je vais devenir, donc c'est le soi. Donc je voulais vraiment insister sur le mouvement, un peu dans le livre, un peu comme un fil rouge finalement, qui est mon fil conducteur, parce que je pense que c'est le fait d'être en mouvement qui nous permet de devenir les personnes qu'on est appelé à devenir, et pas les personnes que l'on croit forcément être au départ. Hein. Dernier point, avant-dernier point peut-être, pour l'introduction, j'insiste beaucoup, et j'ai beaucoup insisté aussi dans les interviews qu'il y a pu avoir dans certains journaux, sur la nécessité d'expérimenter les choses. Ce n'est pas un livre qui est fait de recettes, d'accord? C'est des choses qui sont à expérimenter. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas, certaines choses qui seront pour vous et pas d'autres. Mais je crois que c'est vraiment important d'expérimenter, parce que quand vous expérimentez, finalement, il y a quelque chose qui peut se transformer. Hein, il y a toujours deux types de connaissances. Il y a les connaissances qui sont purement intellectuelles, d'accord, et il y a les connaissances pratiques qu'on va expérimenter, et quand on les expérimente, ça va faire travailler à la fois notre corps physique, mais aussi notre corps psychique. Et la réunion du physique et du psychique, c'est notre corps biologique. Donc quelque part, c'est aussi notre âme, et c'est ça qui va pouvoir se transformer. Donc c'est vraiment important d'expérimenter. Alors c'est vrai que dans les connaissances théoriques, scientifiques, on parle de faits qui sont objectifs et objectivables. Dans ce qui est expérimenté, on est dans du subjectif. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir percer les secrets de la matière par l'extérieur, avec un microscope, comme a fait par exemple Masaru Emoto, et c'est super passionnant, ce qu'il faut, c'est essayer de vivre les mystères de la matière. Et vivre les mystères de la matière, ça demande une expérimentation. Alors bien sûr, on va nous dire c'est subjectif. Mais si c'est subjectif et que ça m'a touché, pour moi, c'est davantage vrai que ce qui est vrai d'un point de vue objectivable et d'un point de vue scientifique.
D'accord? Donc je ne rejette pas du tout la science, il faut utiliser les deux, mais il faut vraiment expérimenter chaque chose. Je crois que c'est important. Hein. Et donc le livre est là aussi un peu pour ça. Alors, si le mouvement a constitué le fil rouge de ma démarche dans l'écriture, la grille de lecture que j'ai voulu utiliser, c'est vraiment la philosophie et les concepts de l'ostéopathie, donc pour les raisons que j'évoquais au départ, avant que tout le monde arrive. Pour rappeler un tout petit peu ce qu'est l'ostéopathie, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde doit connaître, parce que tout le monde a dû utiliser plus ou moins un jour cette méthode. L'ostéopathie est née au 19e siècle, d'accord? Donc c'est un médecin américain, Dr. Steele, qui a découvert l'ostéopathie. Il insiste bien là-dessus, il l'a découvert, il ne l'a pas inventé, d'accord? C'est-à-dire que pour lui, il a découvert quelque chose qui existait déjà. Qui existait déjà dans le sens où l'ostéopathie se réfère à des lois, qui sont des lois du monde naturel, et donc ces lois, elles s'exercent de l'infiniment grand, de l'univers, à l'infiniment petit, d'accord? Et entre les deux, il y a l'homme, et donc ce sont les mêmes lois qui s'appliquent à l'univers, à l'homme et au monde microscopique. Quand on demandait à Steele de lui donner l'âge de l'ostéopathie, il disait « Donnez-moi l'âge de Dieu, et je vous donnerai l'âge de l'ostéopathie ». Alors bien sûr, c'est Dieu, parce qu'on est aux États-Unis, c'est le 19e siècle, donc on est très très imprégné par cette culture du protestantisme américain. Mais quand Steele parle de Dieu, il ne parle pas d'un grand monsieur avec une barbe sur un nuage. Pour lui, Dieu, c'est plus un principe, d'accord? C'est le divin, c'est ce qu'il va appeler ensuite l'inconnaissable, ou l'esprit avec un grand E. Donc je fais souvent référence au divin dans le livre, et là encore, plus comme un principe créateur, et pas comme une entité avec une grande barbe sur un nuage. Alors, Steele, comment il a découvert l'ostéopathie? Au départ, c'est un chasseur, d'accord? Il chasse avec son père, et en chassant, il va dépecer plein d'animaux. Il va s'apercevoir effectivement que ce squelette, chaque squelette a une fonction particulière, et l'ajustement du squelette, donc les techniques ostéopathiques, ça va être la base au départ de sa pratique. Mais il y a deux choses qui vont l'intéresser aussi beaucoup, c'est le système vasculaire et c'est le système nerveux. Alors le système nerveux, parce que c'est aussi aux États-Unis le début de l'électricité à cette époque-là, donc puisque l'électricité arrive, et bien, effectivement on essaie de voir de manière analogique finalement qu'est-ce qui pourrait correspondre à l'électricité dans le corps humain, donc c'est le système nerveux. Et le système vasculaire, Steele va beaucoup insister là-dessus en disant que la règle de l'artère est première. C'est-à-dire que si effectivement les flux artériels ne peuvent pas aboutir jusqu'à leurs organes cibles, la maladie peut s'y développer. Concernant le système nerveux, il dira même que son cerveau est son meilleur ami. Pour lui, le cerveau humain, c'est ce qui permettait aux hommes de savoir le chemin qu'ils devaient emprunter. Et il disait toujours, si un homme peut choisir la route qui est la sienne, pourquoi sont-ils aussi nombreux à regretter d'être sur la leur? Vous comprenez pas. Et on parlera du cerveau dans ses fonctions tout à l'heure. Et juste un petit mot sur le vasculaire. Le vasculaire, effectivement, c'est important parce que l'artère va amener les anticorps, les hormones, etc., là où on en a besoin. Et surtout, le vasculaire, il est important parce que si vous regardez le système vasculaire, par exemple, d'un animal, d'un lapin, vous avez dans le système vasculaire la forme du lapin. Si vous regardez le squelette d'un lapin, vous pouvez penser que c'est peut-être un chat ou un autre félin, vous ne savez pas trop ce que c'est. Par contre, si vous regardez le système vasculaire, vous avez la forme exacte. C'est-à-dire que votre forme ne vous est pas donnée par votre système osseux, votre système osseux vous porte, mais c'est votre système vasculaire qui vous donne la forme. D'où l'importance du système vasculaire. Et par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est que les premières cellules sanguines, quand elles apparaissent, chez l'embryon, elles circulent. Il y a des flux sanguins qui circulent, alors que le cœur n'est pas là. D'accord? Et c'est la circulation des cellules sanguines qui vont former les vaisseaux, et c'est la circulation des cellules sanguines qui vont former le cœur. Donc le cœur n'est pas l'organe qui fait battre le sang, qui fait circuler le sang, le cœur est l'organe qui entretient la circulation sanguine. Et le sang est tellement mystérieux finalement qu'on ne sait toujours pas sur un plan biologique d'où viennent les cellules sanguines primitives.
C'est une énigme pour l'instant. Hein. Donc Steele avait déjà eu cette intuition du système vasculaire. Je pense qu'il était inspiré. Il faisait du spiritisme, il avait une démarche spirituelle, bien évidemment. Alors les concepts de l'ostéopathie, je vais passer très très vite dessus. Le corps et l'esprit forment un tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Ça, je pense que pour tout le monde aujourd'hui, c'est quasiment quelque chose d'acquis. La structure et la fonction sont liées. La structure et la fonction sont liées, ça veut dire que dans l'organogénèse, quand les structures vont se former, les structures, elles ne sont pas formées comme ça par hasard, elles sont formées pour répondre à une fonction. Donc la structure porte déjà l'information de la fonction. Hein. La mobilité de chaque partie doit être préservée. D'accord ? Ben ça, c'est le principe de l'ostéopathie, c'est redonner de la mobilité aux structures qu'on a perdu, de manière à restaurer les fonctions et donc à restaurer la santé. Le corps possède sa capacité d'auto-guérison, donc c'est l'homéostasie. D'accord ? Teilhard de Chardin avait dit, j'aime bien cette phrase, la médecine c'est comme l'amour, juste l'art d'aider la nature. D'accord ? Ben, en fin de compte, la démarche ostéopathique, mais qui est la démarche de plein d'autres disciplines médicales holistiques, ben, c'est d'aider tout simplement le corps à s'auto-guérir, hein, à s'auto-suffire. On n'est pas là pour faire le travail à la place du patient. On donne au patient juste les clés pour que le travail puisse s'effectuer. Autre concept, les lois qui s'appliquent à l'univers s'appliquent à l'homme, d'accord ? Et ça, on en a parlé tout à l'heure, et surtout, il y a dans l'organisme, et il y a dans l'univers, et il y a dans chaque chose un rythme. D'accord ? Donc le mouvement, il est rythmique, et ce mouvement rythmique, il est partout de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et dernier principe, pour Steele, ce qu'il appelle le divin, l'inconnaissable ou l'esprit, est le principe sous-jacent au corps et à l'esprit. Steele dit l'ostéopathie, c'est la loi de la matière, du mouvement et de l'esprit. Donc la matière, c'est la structure, le mouvement, c'est comment la structure fonctionne, et l'esprit, avec un petit e de l'homme, n'est qu'une part du grand esprit avec un grand E. Il y a un deuxième personnage dans l'ostéopathie qui va être important, c'est William Sutherland. William Sutherland, ça va être un élève de Steele, et lui va développer une autre partie de l'ostéopathie qui est basée sur l'immobilité. C'est-à-dire que Steele travaille beaucoup sur la mobilité, et Sutherland va inclure cette notion d'immobilité. Il fait beaucoup de méditation, Sutherland, et il dit que l'immobilité est le fondement de l'univers spirituel. D'accord ? Voilà, donc on lui demande si l'ostéopathie est religieuse. Il est un peu embêté parce que la question est un peu piège. Et il est obligé de dire oui, effectivement, l'ostéopathie est religieuse, mais tout est religieux, mais dans le sens spirituel, pas dans le sens des églises. Hein. Donc ça, c'est la première partie donc, que j'ai développée dans le livre sur l'ostéopathie et qui revient finalement tout au long du livre avec cette grille de lecture. Hein. La deuxième partie que j'ai abordée, c'est le Zen Soto. Et le Zen Soto, je l'ai abordé parce que, déjà, Sutherland faisait beaucoup de méditation, et parce que le Zen Soto, c'est basé sur l'immobilité. Donc j'ai écrit un livre sur le mouvement, donc je trouvais ça intéressant de parler de l'immobilité, et en particulier dans le Zazen, qui est la pratique de la méditation assise, l'esprit, d'accord ? L'esprit va pouvoir voyager. Donc effectivement, si de l'extérieur, on reste assis pendant 3/4 d'heure, l'esprit, lui, va entreprendre un voyage. On va voir qu'il va entreprendre un voyage dans des dimensions qui peuvent répondre à la question de Steele, pourquoi autant d'hommes ne sont pas sur la bonne route, quoi. Hein, ça peut nous apporter des réponses. Hein. Alors je pense que vous connaissez tous plus ou moins le bouddhisme. Hein. Donc je parle un tout petit peu des 4 nobles vérités. Je vais juste en reparler là brièvement. La première noble vérité, c'est que l'état de souffrance dans le bouddhisme est lié à la condition humaine. Il n'y a pas de condition humaine sans souffrance. Et ce qui est à l'origine de la souffrance, c'est l'impermanence. L'impermanence des choses. C'est-à-dire qu'on est jeune, on est en bonne santé, puis un jour on tombe malade, et un jour on meurt. Et ça nous pose des questions. Et ça va poser des questions à Bouddha. Hein, pourquoi la mort finalement, pourquoi la maladie, etc. Et à quoi bon vivre finalement si c'est pour finir comme ça.
La deuxième noble vérité qui a été abordée donc, par Bouddha, c'est que l'origine de cette souffrance est notre ignorance, et l'ignorance d'un élément qui est l'ignorance de la non-séparabilité. La non-séparabilité, c'est quoi? On est constitué d'une dimension physique et d'une dimension psychique. D'accord? Et cette dimension physique et cette dimension psychique, elle est mortelle. C'est-à-dire que quand on sera mort, notre corps sera mort, notre esprit sera mort. Mais on a une dimension qui est une dimension éternelle, qui existait avant qu'on soit là, qui existait une fois qu'on ne sera plus là. Et cette dimension éternelle, notre essence, si vous voulez, elle est la même pour tous, puisqu'elle est constitutive, c'est une partie de cette essence avec un grand E. C'est-à-dire que si on prenait 4 vases différents, de couleurs différentes, de formes différentes, opaques, transparentes, etc., l'essence, donc l'air qui remplit chaque vase est la même, et pourtant les vases sont tous différents. D'accord ? Ça, c'est la non-séparabilité qui nous relie tous les uns aux autres, mais qui nous relie à l'ensemble du monde vivant, mais qui nous relie aussi aux pierres, à l'univers, etc. Et une fois qu'on a compris cette non-séparabilité, effectivement, on peut envisager la mort différemment. Donc il n'y a plus de souffrance. Ça, c'est la deuxième noble vérité du bouddhisme. La troisième noble vérité, c'est qu'il y a un état libéré de toute souffrance, qu'on appelle le nirvana, qui est l'état qu'on peut atteindre. Et la quatrième noble vérité, c'est qu'il y a 8 voies justes, 8 manières de se comporter pour atteindre ce nirvana. Dans le bouddhisme zen, dans le zazen, c'est beaucoup plus simple, puisque en fait, il est dit que la méditation en zazen n'est pas quelque chose pour obtenir un état d'éveil, mais c'est quelque chose qui doit être pratiqué en état d'éveil, puisque on l'a intrinsèquement, il suffit juste de le redécouvrir. Alors dans le Zen Soto, il y a quatre grands principes. Concentration et observation, ici et maintenant, c'est ce que j'ai défini, c'est la méditation en zazen. Dans cette méditation en zazen, finalement, on est obligatoirement dans le temps présent. Donc ça ne veut pas dire que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore, mais c'est-à-dire que cette méditation en état présent inclut le passé et le futur. Alors, il ne faut pas voir le passé et le futur comme le passé comme un temps qui n'existe pas plus et le futur comme un temps qui n'existe pas encore. Le passé existe toujours et le futur existe déjà. Mais c'est des temps qui s'écoulent à des vitesses différentes. C'est-à-dire que le passé est un temps qui s'écoule à une vitesse beaucoup plus lente et le futur est un temps qui s'écoule à des vitesses beaucoup plus rapides. Et c'est déjà des temps qui sont là. Quand vous avez par exemple une intuition, une prémonition, c'est l'info qui vient du futur, mais qui vient de ce qu'on appelle le futur du présent. Donc c'est déjà un futur qui appartient au présent. Alors ça, on a une vision, vous savez, très linéaire du temps, avant, après, maintenant, l'instant qui est le présent du présent. Mais il faut considérer vraiment le temps d'une autre façon. Deuxième principe dans le Zen Soto, c'est l'expérimentation dans l'unité du corps-esprit. C'est-à-dire quand on pratique la méditation en zazen, effectivement, le corps et l'esprit sont rassemblés. L'expiration va permettre de faire descendre l'esprit au niveau du cœur, d'accord ? Mais il y a vraiment une unité dans l'expérimentation. La pensée Ichiryo, j'aime beaucoup parce que c'est la pensée au-delà de la pensée et de la non-pensée. Pour faire simple, on se demande toujours s'il faut trancher des illusions ou pas. Les illusions, effectivement, nous mènent dans des impasses. D'accord ? Ils font faire des erreurs. Donc, il faut trancher les illusions. Il faut s'en débarrasser. Mais dans le Zen Soto, on nous dit aussi qu'il faut ne pas trancher les illusions. Il faut à la fois les trancher et ne pas les trancher. On n'est pas dans la logique du « ou », qui est une logique exclusive. On est dans une logique du « et », qui est une logique inclusive. D'accord ? Donc, en ne tranchant pas et en tranchant les illusions, donc en allant au-delà de la pensée et de la non-pensée, on est dans un espace finalement où tout existe, où tout est possible. Et c'est dans cette modalité de la pensée que la méditation en zazen se fait. Ce qui nous permet finalement d'accéder à des informations qui ne sont pas des informations liées à la dualité. On est au-delà du vrai et du faux, au-delà du bon et du mauvais.
au-delà de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. C'est vraiment être dans cet autre espace. Hein. Et la dernier grand principe de Zen Soto, c'est la pensée Musho Kotoku, qui est sans but ni esprit de profit. C'est-à-dire qu'on doit pratiquer sans but ni esprit de profit. On ne doit pas pratiquer pour obtenir un état d'éveil. D'accord ? On doit juste pratiquer pour pratiquer, mais on ne doit pas rechercher quelque chose. Alors, chapitre suivant que j'ai abordé, c'est le couple. Le couple, donc, qui est bien sûr le rapport à l'autre, mais aussi le rapport à soi. Et j'ai abordé le couple à partir de la gémellité. Alors, pourquoi la gémellité ? Parce qu'il y a quelques années, je suis tombé sur une super émission à la télé, sur France 2, ou je ne sais plus trop la chaîne, d'un groupe d'obstétriciens britanniques qui faisaient des échographies précoces et qui ont émis l'hypothèse, à partir de leurs travaux, que toutes les grossesses pouvaient être gémellaires au départ, hein, et qu'il y avait obligatoirement un des embryons qui disparaissait. Alors pour moi, j'ai trouvé ça révolutionnaire. Déjà parce que ça me parlait en tant que praticien sur des mémoires qu'on pouvait retrouver dans des traitements. Et puis, je me suis dit, ça c'est génial. Je vais demander la cassette. J'obtiens la cassette par une copine qui bossait à la télé. Et je lui dis, ça révolutionne tout, parce que si c'est vrai, ça change plein de choses. Ça change toute la psychanalyse. Il y a plein de gens qui sont en psychanalyse depuis des années pour des raisons qui sont complètement fausses. Donc voilà, et j'ai prêté la cassette, et puis un jour, cette cassette, je l'ai perdue. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller à l'INA à Paris, et à l'INA à Paris, je vais retrouver ma cassette, mon enregistrement, parce qu'à l'INA, il y a tout. Hein. Et j'ai tout trouvé sur la gémellité, toutes les émissions que j'avais vues, sauf celle-là. Alors je me suis fait aider par un copain avec qui j'avais joué au rugby, qui travaillait là-bas, etc. Et on ne l'a jamais retrouvé. Donc c'était un enregistrement fabuleux, que j'ai jamais retrouvé sur Internet, que j'ai retrouvé nulle part, qui n'a jamais été archivé. Et je pense que si ça ne l'a pas été, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Parce que ça remettait en cause trop de choses. Alors quelles sont les implications finalement de cette gémellité qu'on retrouve chez certaines peuples, comme chez les Dogons par exemple? Ça veut dire que la peur de mourir, ou la confrontation à la mort, fait partie des conditions initiales de notre existence. C'est-à-dire que quand on a été dans la cavité intra-utérine, on a été obligatoirement confronté à la mort du jumeau. D'accord ? Ce qui fait penser un peu à la question que Bouddha se pose. Hein, pourquoi la mort ? Hein, pourquoi cette grande question métaphysique ? Et il y a un deuxième élément qui est important, à mon avis, à ce moment-là, c'est au moment de l'accouchement. D'accord ? Je pense que chaque femme a inconsciemment ou consciemment, dans certaines circonstances, mais inconsciemment, deux peurs au moment de la naissance. La peur de perdre l'enfant, d'accord, et la peur de mourir elle-même. Et ça va venir renforcer chez l'enfant à naître, d'accord. Il faut qu'il y ait ce stress pour naître, de toute façon. Et ça va venir renforcer la fusion mère-enfant. On a eu très peur tous les deux. On a couru un grand danger, réel ou imaginaire ou métaphorique, peu importe. Et donc on va se retrouver, d'accord. Et la fusion mère-enfant, c'est quelque chose qui est inhérent à la fois à l'accouchement, mais aussi à ce qui a été vécu intra-utérin. Et le rôle du père, à ce moment-là, effectivement, ça va être de casser cette fusion entre la mère et l'enfant, d'accord ? Déjà pour retrouver son épouse, et pour dire à l'enfant, non, il y a peut-être eu un danger, mais il n'y a plus de danger. Et il n'y a pas de danger à vivre. Et tu peux cheminer sur ton chemin sans peur. D'accord ? Mais, il va falloir reformer des couples. Et pourquoi il va falloir reformer des couples ? Parce qu'il va falloir reconnecter en formant un couple ce qu'on a vécu dans la cavité sur un plan intra-utérin. Il va falloir retrouver une qualité d'amour et une qualité de rapport à l'autre qu'on a expérimenté, non pas, je vais dire, consciemment, si peut-être consciemment dans la conscience de la cellule, d'accord, mais pas psychiquement, pas mentalement, d'accord. Et donc je pense que si les gens effectivement prenaient connaissance et conscience du moteur finalement qui est à la base de former un couple, ça serait beaucoup moins difficile. Il y aurait beaucoup moins d'écueils, quoi. Hein, donc c'est pour ça que j'ai voulu là, aborder le couple. Hein. Alors quand on aborde le couple, bien sûr, on est obligé de parler de l'amour. Hein. Alors l'amour, bien sûr, ça ne fait pas la une des journaux télévisés, malheureusement.
Je dirais même que dans beaucoup de réunions, si vous parlez de pouvoir, d'objectifs, tout, c'est bingo. Si vous parlez d'amour, ouais, bon, l'amour, ça n'intéresse pas grand monde, et pourtant, ça intéresse tout le monde. Hein. Alors, il y a j'aime bien classer l'amour en trois sortes. Eros d'abord, qui est l'amour sur le plan physique, l'amour qui est donc lié aux relations sexuelles, qui est lié à la reproduction et qui est lié à l'archéocortex, au cerveau le plus primitif. Hein, pour l'archéocortex, il faut se reproduire parce qu'il faut avoir des enfants pour nous nourrir quand on sera vieux, d'accord ? Et puis il faut que l'espèce se reproduise. La deuxième facette, donc c'est philia. Philia n'est pas l'amour qui est lié au corps physique, mais c'est l'amour qui est lié au corps psychique, à l'esprit. Autant Eros était lié au plaisir, philia est lié au bonheur. Philia nous donne du bonheur. C'est la relation à l'autre, d'accord ? C'est la relation avec nos amis, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis, avec nos voisins, avec des gens qu'on connaît à peine, mais avec lesquels les liens vont se faire. Et donc, il y a dans philia quelque chose qui une absence de liberté, puisque philia est lié à un attachement. Je t'aime parce que je te connais, je t'aime parce que tu es de ma famille, je t'aime parce que on a une sympathie. Donc il y a toujours un objet lié à l'attachement dans philia. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de liberté puisqu'on est attaché à l'autre. Saint Augustin disait aime chaque chose sans t'y attacher et aime chaque être sans l'entraver. Ça, c'est pas philia. Parce que philia, il y a cet attachement. Et pourtant, quand on est amoureux, quand on tombe amoureux, c'est un peu irrationnel, on est bizarre quand on est amoureux. Hein, et on sent qu'avec l'être aimé, au début, pas toujours après, mais au début, on peut faire plein de choses. On dit l'amour, on sent pousser les ailes. C'est-à-dire qu'avec l'être aimé, on dirait qu'on peut déplacer des montagnes, que rien ne va nous arrêter. Alors, donc ça, on dirait on va être libre. On va être libre avec l'être aimé, on va avoir une liberté qui va être extraordinaire. En fin de compte, dans cet état un peu irrationnel de l'état amoureux, on perçoit déjà quelque chose qui est au-delà de philia. Et ce qu'on perçoit qui est au-delà de philia, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, qui est la troisième dimension de l'amour, qui est plus, cette fois, lié à l'esprit, mais qui est lié à l'âme, qui est lié au cœur, c'est l'amour où il n'y a pas d'attachement. Donc c'est l'amour qui, au lieu de nous donner du bonheur, va nous donner de la joie. Donc un sentiment qui va être au-delà du bonheur. Et dans cette dimension d'amour agapé, qui est l'amour finalement qui nous relie à la source, d'accord, à la source de chaque chose, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Donc on peut évoluer dans le couple au sein d'agapé sans avoir l'impression d'être attaché, sans avoir l'impression d'être enfermé. Alors, je me souviens quand Britney Spears a divorcé, elle a dit enfin libéré. Alors en fin de compte, non, c'est dans l'amour agapé qu'on se libère. Hein. Je vous cite juste une phrase d'Eshimaru. Eshimaru, c'est un grand maître zen, et je vous lis la phrase que je ne la connais pas par cœur, qui témoigne de l'amour agapé. Il dit « Ça manifeste l'ouverture totale de la conscience à l'ordre cosmique, de telle sorte que finalement, sujet et objet, conscience individuelle et ordre cosmique ne sont plus différenciés. Alors le choix se nie lui-même, prenant l'aspect de toutes les possibilités et s'étendant à l'infini. » Ça, c'est vraiment l'amour agapé. Hein. En plus, il y a une contradiction dans philia, parce que philia, c'est ce qui... l'attachement. L'attachement sur le plan hormonal, il y a une hormone, c'est l'ocytocine, d'accord ? Et on a remarqué, par exemple, que chez les troupes de soldats, les troupes de militaires, le fait d'être ensemble et d'aller au combat, d'aller à la guerre, il y avait une sécrétion d'ocytocine. Donc cette ocytocine, c'est à la fois l'hormone qui va créer de l'attachement, mais qui va nous permettre aussi de détruire l'autre. Hein. Et donc finalement, cette contradiction qui est la contradiction de philia, d'accord, parce que pour nourrir ma famille, nourrir mon clan, ou nourrir mon pays, il faut que j'annexe le territoire d'à côté, parce que je n'ai pas assez de ressources, d'accord, donc il va falloir que je fasse la guerre à cause de philia. Il y a une contradiction. Et c'est agapé qui permet de sortir de cette contradiction posée par philia. Hein. Steele disait toujours « J'aime mon prochain parce que je reconnais Dieu dans son visage et dans sa face. »
Hein. Et Steele, pendant la guerre de sécession, avait été blessé par un soldat, donc lui était chez les nordistes et était blessé c'était vraiment dans les villes que ça se tirait dessus, par un sudiste. Et donc sa mule lui était tombée dessus et était resté plusieurs heures sur le champ de bataille, coincé sous sa mule, et donc il marchait avec une canne, sa vie. Et après la guerre, il est venu se faire soigner à Kirksville, donc la personne qui l'avait tiré dessus. Mais la personne qui lui tirait dessus n'était pas sûre que Steele savait que c'était lui qui lui tirait dessus. Bon. Et il a dit, vous savez, j'ai besoin de vous, de me faire soigner, c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est moi qui... Et Steele dit, oui, je sais, entrez, et je vais vous soigner. Hein. Et ça, c'est cette dimension effectivement très spirituelle de Steele, de dépasser des conflits. Alors, quand on voit les conflits aujourd'hui qu'on a, je crois que ça servirait à beaucoup de gens d'entendre ça. Alors, donc par rapport à Agapé, donc par rapport à ce qui nous relie à la source et qui nous rend libres, et c'est donc l'amour au sein du couple qui nous permet d'obtenir ça, mais au sein de tous les couples, d'accord ? Pas uniquement la personne avec qui on vit, parce qu'Agapé va se mettre en place avec toutes les personnes qu'on rencontre et qu'on croise. Si vous avez de la compassion pour le SDF qui est devant les Galeries Lafayette à Biarritz, c'est de l'amour Agapé, d'accord ? Et cette liberté qui nous est offerte par Agapé, elle a quand même une contrepartie. Cette contrepartie, c'est notre responsabilité et notre conscience. C'est-à-dire qu'on a effectivement cet amour, mais on ne peut pas faire, si on connaît cet amour et qu'on connaît les enjeux qui sont les siens, comme si on ne savait pas. C'est-à-dire que si on veut être libre, il faut qu'on soit responsable. Et il faut qu'on soit conscient de chaque chose. C'est-à-dire que quand on connaît les choses, si on sait comment les choses fonctionnent, si on fait à l'inverse de ce que l'on sait, on prend obligatoirement le retour du bâton. Et quand on dit un homme averti en vaut deux, c'est ça. C'est-à-dire que si vous savez, vous êtes plus fort, mais si vous ne faites pas comme vous savez, derrière, c'est là où on ramasse beaucoup. Hein. Donc, il n'y a pas de liberté sans conscience. Alors, souvent, les gens disent Dieu nous aime. Donc, si Dieu nous aime, s'il y a des guerres, c'est de la faute de Dieu. D'accord ? Dieu ne nous aime pas. Dieu, il n'est ni bon ni mauvais. Dieu, il est, c'est une énergie, c'est un souffle. Mais Dieu, il n'est pas bon, si vous voulez. D'accord ? Alors, ensuite, j'ai abordé le principe de réappropriation. Le principe de réappropriation, il y en a deux essentiels. Hein. Qu'est-ce qui nous caractérise en tant qu'homme? C'est deux choses. C'est le langage et c'est la marche en position érigée. Donc un bébé, il va falloir qu'il se réapproprie deux choses, le langage et la marche en position érigée. La marche en position érigée pour avancer, pour cheminer sur sa voie, d'accord? On dit toujours qu'on va toujours plus vite tout seul, d'accord? Mais on va toujours plus loin avec les autres. Donc le langage, c'est ce qui va permettre d'assurer les connexions avec les autres pour aller plus loin. Ça, c'est les deux réappropriations les plus courantes. Et il y a une troisième réappropriation dont on a déjà parlé un peu, hein, on l'a vu en filigrane, c'est notre dimension éternelle. D'accord? Il va falloir se réapproprier cette dimension éternelle, et ça va être pour nous une deuxième naissance. Parce qu'on va aller au catéchisme, on va faire un tas de choses, on va dire il y a Dieu, patati patata. Bon, oui, mais bon, moi ça ne m'a pas touché, hein, ce qu'on m'a raconté, hein, pas trop, quoi, hein, jusqu'au jour où il se passe quelque chose qui fait qu'on prend conscience de cette dimension éternelle. Et le couple est un moyen de se réapproprier par agapé cette dimension éternelle. Cette dimension éternelle, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qui nous permet vraiment de passer du moi, la personne que je suis, qui est née, au soi, c'est-à-dire non pas la personne que je pense être, mais la personne que la vie, avec un grand V, d'accord, souhaite que je sois. D'accord ? C'est pas qu'il y a un destin qui est implacable, d'accord, mais dans le fruit de notre incarnation, on a une mission, on a des choses à réaliser ici-bas. D'accord ? Et c'est le passage du moi au soi qui va nous permettre justement de préciser et d'incarner ces choses-là. Et ça, c'est la deuxième naissance, la renaissance, on va dire. Alors souvent, on aimerait comprendre ce qui nous arrive pour accepter les choses. Il m'arrive une tuile, il faut que je comprenne pourquoi, et une fois que j'aurai compris le sens profond de ce qui m'arrive, je pourrai accepter. Et en fin de compte, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord accepter ce qui nous arrive,
Et une fois qu'on accepte ce qui nous arrive, on peut comprendre ce qui se passe. Mais nous, on veut maîtriser, on veut être dans la maîtrise. Et en fin de compte, pour être libre, il faut obéir. Il faut obéir. Si on cherche à maîtriser, c'est par peur, uniquement. Donc il faut accepter et obéir. C'est chiant ça. Accepter et obéir. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au surf, parce que le surf, c'est vraiment accepter et obéir. Ça n'est que ça. J'ai donné il y a quelques années une conférence qui s'appelle L'océan en nous, qui reprenait les rythmes, qui sont les rythmes du développement de l'embryon, d'accord, et qui les comparait au rythme des marées, d'accord. Parce qu'en fin de compte, chez l'embryon, il y a toujours une succession de deux phases. Il y a une phase d'expansion, et il y a une phase d'exhalation, où les tissus vont revenir sur eux, en revenant sur eux, ils vont s'orienter, d'accord. Et ces phases rythmiques, elles existent dans tout le développement embryologique, et elles existent encore chez nous, d'accord, à l'âge adulte. On ne peut pas créer de lésions ostéopathiques, hormis sauf si je tombe de la chaise, hein, d'accord. Et je ne peux pas créer de lésions ostéopathiques qui ne reprennent pas ce qui se met en place dans l'embryogénèse, d'accord. Et donc, c'est sûr que quand on va se plonger dans l'océan, ces forces, l'océan c'est une matrice, hein, la vie est née de l'océan, les premières cellules eucaryotes viennent de l'océan. Quand on va se replonger dans l'océan, obligatoirement, on est confronté à ces rythmes. Et ça n'a rien à voir avec l'eau des centres de thalassothérapie, hein, même si elle est prise dans l'océan, elle n'a pas ces rythmes-là. Hein. Donc, même si on ne surfe pas, si vous allez avec les ours blancs, vous baignez tous les dimanches. Hein. Guillaume Baruc a fait des études là-dessus, les ours blancs sont en meilleure santé que les autres. Alors moi, je vous pose la question, est-ce qu'ils sont en meilleure santé et c'est pour ça qu'ils vont se baigner, hein, ils sont plus résistants au départ, ou si c'est le fait de se baigner, Guillaume fait oui, c'est le fait de se baigner. Je dis pourquoi pas, c'est possible. Hein. Alors, au-delà de s'immerger dans les océans, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bénéfice du surf? Les vagues, bien sûr, il n'y en a pas toujours. Il y a des jours où il n'y a pas de vagues. Hein. Il y a des jours où les vagues, elles ne sont pas terribles. D'accord. Donc il y a des jours, finalement, où on peut surfer, on peut se faire plaisir, et des jours où, parce qu'il n'y a pas de vagues, ou parce qu'il y a trop de monde à l'eau, parce que les vagues sont trop belles, ou parce que les vagues ne sont pas superbes, et bien finalement, je vais être un tout petit peu frustré. Hein. Et donc, accepter cette frustration, c'est accepter que dans la vie, il y a de bons moments et des mauvais moments. Et ça, c'est une bonne leçon que le surf vous donne. Ensuite, les vagues, elles sont impermanentes. C'est-à-dire que vous allez la prendre, et puis la vague, elle va mourir. Il va falloir retourner pour en prendre une. Donc, quelqu'un disait un jour que le bonheur consistait à achever ce qu'on avait commencé. Ben, une vague, c'est ça. Je vais prendre une vague, je vais la surfer, et à un moment donné, la vague, elle va mourir, ou je vais tomber, d'accord? Mais ça va prendre fin. Et donc, il va falloir que je recommence une nouvelle expérience. Héraclite d'Éphèse disait « Rien n'est permanent, sauf le changement. Hein, » J'aime bien c'est un peu un oxymore, quoi. Bien sûr, le surfeur, comme dans la méditation zazen, puisqu'il l'expérimente, il est dans le présent, d'accord. Hein, si vous êtes sur votre vague et vous pensez à ce que vous avez fait hier, il y a peu de chances que vous restiez longtemps sur la vague, donc ça vous oblige à être dans le présent. Et ça va développer finalement une qualité qu'on appelle l'équanimité. Et l'équanimité, c'est quoi? C'est quelles que soient les conditions extérieures, je vais avoir, moi, un tempérament qui va être identique. D'accord? C'est-à-dire que je vais être bien, quelles que soient les conditions extérieures. Je pense que ça vous est tous arrivé, des fois dans votre vie, il y a plein de catas, hein, il y a plein d'ennuis. Et bon, tout le monde fait ça, je vais bien. Et puis des fois, on a tout pour être heureux. Hein, on a un conjoint, du boulot, il fait beau, les enfants, tout. Puis on ne sait pas, un truc qui ne va pas. Quoi. Hein, des fois, une dissociation entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Hein. Et bien l'équanimité, hein, qui est développée justement par cette pratique du surf, ça va vous permettre de développer justement cette capacité à être bien, quelles que soient les circonstances. Donc finalement, s'il y avait un enseignement à tirer du surf, c'est pouvoir s'en détacher. C'est-à-dire ne pas être dépendant de la pratique du surf. D'accord ? Et le jour où vous n'êtes plus dépendant de la pratique du surf, d'accord ? Donc je pense que le surf
réaliser pour vous un véritable enseignement. Vous allez toujours surfer avec plaisir, mais sans dépendance. Se libérer de la dépendance. Autre point qui m'a intéressé dans le surf, dans le monde polynésien, il y a deux espaces-temps. Il y a un espace-temps qui est celui du Po, et un espace-temps qui est celui de l'Ao. PO et AO. L'espace-temps du Po, c'est l'espace-temps de la nuit, de la lune, des ancêtres. C'est l'espace-temps des femmes, des potentialités. Là-haut, c'est l'espace-temps du soleil, de la terre, de l'horizontalité, donc c'est l'espace-temps de l'océan. C'est l'espace-temps de l'homme masculin. C'est l'espace-temps où on va réaliser des expériences, et c'est l'espace-temps où on va féconder. C'est la potentialité qui est contenue dans le Po, dans la dimension féminine, elle va être fécondée dans l'espace-temps de là-haut, qui est l'espace-temps masculin. Donc on a une dimension verticale et une dimension horizontale. Et dans le surf, dans le fait de se redresser, de se mettre debout sur quelque chose qui est horizontal, sur le grand océan, d'accord, il y a quelque chose, le surfeur est un signifiant, il est capable de faire passer une information du Po, du non manifesté, dans là-haut, dans le plan de l'homme et dans le plan du manifesté. Jeff Ackman, qui est un grand surfeur, disait que quand dans sa vie il a arrêté de surfer, les choses sont vraiment parties en couille, quoi. Hein? C'est-à-dire que tout s'est mis à aller mal, drogue, ennui, etc., etc. Et le jour où, à chaque fois qu'il a recommencé à surfer, les choses se recalaient dans sa vie. D'accord ? Et c'est cette capacité, finalement, en surfant, à laisser l'info de la verticalité vous toucher, un peu comme dans la méditation zazen. En fin de compte, dans le surf, comme dans la méditation zazen, ce sont des états modifiés de conscience. Et dans les états modifiés de conscience, les choses peuvent prendre place. Et des choses surtout auxquelles on n'a pas pensé. J'ai aussi abordé dans le surf les 3 degrés de connaissance de Spinoza. Je surveille ma montre, parce qu'il il me reste un quart d'heure. Je vais aller très très rapidement dessus. En fin de compte, c'est le passage vers le savoir-faire et le savoir-être. D'accord ? Quand je vais commencer à surfer, quand je vais commencer à rentrer dans l'océan, je ne connais pas l'océan, je vais me prendre une vague sur la tronche, et 2, je vais me faire blackbouler, et puis ça va être fatigant, je vais avoir du déplaisir, et puis c'est de la faute des vagues, parce qu'elles ne sont pas bien. Hein. Et puis s'il y en a une par contre qui est sympa avec moi, je vais avoir du plaisir. Ça c'est le savoir. Je prends connaissance avec l'élément. Il y a un deuxième temps qui est le savoir-faire. Là, je commence à composer avec les vagues. Quand elles sont trop grosses, hop, je plonge dessus. Quand elle est à ma portée, hop, je me fais glisser dessus. Et je vais commencer finalement à connaître l'océan et il va commencer à avoir un peu de bonheur. Hein, j'ai pris une belle vague. Il y a un piège. Si je prends une belle vague et que j'ai la sensation que je maîtrise ma vague, par rapport à ceux qui ne savent pas surfer, pousse-toi, c'est ma vague. Moi, je sais surfer. Hein? Toi, tu débutes, alors tu attendras que j'ai fini de surfer pour surfer. C'est le développement de l'ego. Et c'est le localisme dans le milieu du surf. D'accord ? Le troisième dimension, c'est le savoir-être. C'est-à-dire que finalement, j'ai appris à composer avec l'élément. Et je m'aperçois finalement que l'essence de l'élément, l'essence de l'océan, et mon essence, c'est la même. Et l'essence du gars qui surfe à côté, c'est la même. Donc s'il prend une vague et que moi je ne la prends pas, je suis vachement content. J'ai plaisir de le voir prendre une vague. D'accord ? Et ça, c'est la dernière dimension. Et ça ne me donne pas du bonheur, ça me donne de la joie. C'est en relation finalement avec Agapé. Hein. Donc le surf, si vous voulez, finalement, va, je pense, révéler au surfeur une part de lui-même. Déjà parce qu'il va se confronter à un milieu, des fois, qui va être difficile pour lui. Et ça va lui révéler aussi une part du monde. D'accord ? Donc le surf peut être mené comme une voie initiatique. Ça peut être mené comme un sport, hein, chacun surfe comme il a envie, hein, mais ça peut être une véritable voie initiatique. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport au surf ? Une dernière chose qui est très sympa, c'est le wipe out. Je suis désolé pour mon anglais, hein, wipe out.
C'est quand vous vous retrouvez au sommet de la vague, et puis que vous loupez votre vague, et que vous allez vous retrouver plongé très bas, et une vague qui va venir s'écraser sur vous, pardon. Donc ça peut être une expérience assez éprouvante, d'accord. Et j'aime bien comparer ça à quelque chose qu'on retrouve dans le Zen Rinzai, pas dans le Zen Soto, c'est la résolution des koans, qui sont des énigmes qui sont posées par les maîtres aux disciples et qui les obligent à changer leur manière de réfléchir de manière à trouver une solution. Un des koans très, très connus, c'est un arbre qui tombe dans la forêt, fait-il du bruit si personne ne l'entend? Si vous raisonnez d'une manière très rationnelle, vous ne pouvez pas trouver la solution. Donc il faut trouver une autre manière de penser pour trouver la solution. Et bien, le wild hat, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous êtes amené à la limite de la noyade, un peu ce que faisait Saint Jean le Baptiste avec les premiers baptisés, hein, il les mettait sous l'eau, et quand il commençait à suffoquer, il les ressortait hop, sur la berge. Alors quand vous venez de risquer de vous noyer, vous dites, voilà, tous mes petits soucis quotidiens, ça n'a finalement pas beaucoup d'importance, hein, parce que là j'ai failli y passer. Ben, le wild hat, ça peut être un peu ça. Hein, ça peut vous confronter à une limite qui fait que vous relativisez certaines choses. Hein. Ensuite, j'ai abordé le rêve. Alors le rêve, je l'ai abordé pour plein de choses. Alors déjà parce que dans le monde polynésien, on utilise beaucoup le rêve. Hein, les Polynésiens utilisent le rêve pour aller discuter avec leurs ancêtres. Hein, voilà. Hein, je sais quand j'étais à l'île de Pâques, le couple chez qui j'étais, lui était pascan. Elle était française, alsacienne, ancien guide de l'UNESCO. Et elle était partie à Rapa Nui pour faire un reportage. Elle avait croisé ce pascan. Et puis elle part, je crois, au Brésil, suite de sa mission, etc. Et elle voit un jour débarquer ce pascan. Elle fait, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai rêvé. Et dans mon rêve, mes ancêtres m'ont dit que je vais vous retrouver parce que c'est vous que je devais épouser. Elle n'a pas du tout prévu de se marier, hein. Pas du tout. Hein. Ils sont mariés. Et elle est retournée à l'île de Pâques et je les ai connus là-bas. Donc les pascans, enfin tous les Polynésiens utilisent le rêve. Le rêve aussi, on le retrouve beaucoup dans toutes les philosophies extrêmes orientales. Hein. Et le rêve, c'est intéressant parce que ça nous permet d'accéder à une autre dimension du monde. Alors, on parlait de l'agapé, de la source, etc. Et le rêve nous permet d'accéder à cette dimension du monde où finalement, rien de ce que l'on vit ici-bas ne peut exister si ça n'a pas existé dans cette autre dimension. Pour certains, ils disent que c'est notre vie ici qui est un rêve. Et la vraie vie, c'est dans cette autre dimension. Je pense qu'on est beaucoup, des fois, à pas vivre, à rêver notre vie, mais pas à vivre concrètement. Et donc le rêve, c'est un excellent moyen de répondre et d'avoir des réponses à vos questions. C'est-à-dire que vous pouvez faire un petit exercice. Certains parlent du double, c'est-à-dire qu'on aurait dans cette autre dimension notre double. Et on pourrait, dans le rêve, connecter notre double. Ce qui, pour moi, n'a rien à voir avec le jumeau, hein, c'est autre chose. Mais notre double, c'est quoi? C'est tout simplement notre essence, d'accord, hein, qui est reliée à l'essence avec un grand E. Et dans le rêve, c'est cette dimension-là qu'on va explorer. Donc vous pouvez, quand vous couchez le soir et que vous avez une question, vous endormir avec cette question et demander à votre double, si vous pouvez l'imaginer comme ça, ou à demander à votre part spirituelle, à votre essence finalement, d'aller chercher la réponse à la question. Alors ce matin, moi, je me suis réveillé avec un truc pour la conférence. C'était de circonstance. Hein. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai abordé le rêve. Alors bon, il y a le rêve éveillé, il y a pas mal de choses. La pensée Shiryo, qui est la pensée au-delà de la pensée et de la non-pensée, d'accord, ben, c'est un espace qui est le même espace que le rêve. D'accord. Ce qui revient à un point qui pour moi est capital, c'est que nos pensées ne sont pas vraiment nos pensées. C'est-à-dire que dans le rêve, mon esprit va se décrocher du corps, d'accord, pour aller voyager et chercher de l'information, expérimenter des choses. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, au moment de vous endormir, de vous réveiller, et d'avoir l'impression de retomber dans votre corps. Jamais? Ouais. Hein?
L'autre fois, j'ai eu un patient extraordinaire, il s'est endormi pendant le traitement, et d'un seul coup, il a sursauté, parce qu'en fin de compte, il s'est réveillé. Il a eu l'impression, en se réveillant, que son corps tombait de la table. Donc il pensait qu'il était par terre. Hein. Et donc finalement, quand notre esprit va voyager, d'accord, ça montre bien que l'esprit et le corps peuvent se séparer. C'est-à-dire que je peux être ici, et avoir ma pensée à la grande plage de Biarritz, regarder les vagues. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau n'est pas créateur de nos pensées. Notre cerveau n'est que le récepteur de la pensée. D'accord. Et c'est par exemple toute la polémique qu'il y a eu à l'époque entre Gallo et Montagnier sur la découverte de l'HIV. Chacun disait non, c'est moi qui ai découvert l'HIV, tu me l'as piqué, etc., etc. Mais il avait découvert les deux en même temps. D'accord. Maintenant, je pense que ce serait intéressant de lire les bouquins de Montagnier sur l'eau et voir quel chemin il a fait par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez mille et une pensées qui vous traversent l'esprit, vous dites pourquoi je pense ça? Oui, pourquoi je pense ça? Mais si je pense ça, je suis un salaud. Non, c'est peut-être pas ma pensée. C'est une pensée que j'ai captée. Ah oui, mais c'est important. C'est important, ça évite de porter des jugements sur soi. Après, si j'étais pas un honnête homme, je ferais ce que j'ai pensé. Si je suis un honnête homme, je ne vais pas le faire. D'accord? Il faut vraiment nuancer ce qui nous passe dans la tête. Hein, d'accord? Pareil, si j'ai une idée, je découvre un truc, je dis, waouh, j'ai une super idée. Non, j'ai capté une information. Hein. C'est pas moi qui ai eu la super idée. Hein. Attention, hein. Attention. Hein. Donc, si on résume un peu l'homme, on a une dimension physique, d'accord, qui pourrait, dans la matière, être la dimension corpusculaire de la matière. Une dimension psychique, qui serait la dimension vibratoire, ondulatoire de la matière. C'est pour ça qu'après la mort, corps et esprit, poussière, il n'y a plus. Et une dimension spirituelle, notre âme, notre essence, qui elle est de la dimension photonique. C'est certainement le photon, d'accord, qui est à l'origine finalement de notre âme. C'est pour ça qu'on parle d'être de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Hein, Sutherland parlait dans ses patients dans les traitements de lumière liquide qu'il percevait dans les patients. Et ça, c'est l'âme. D'accord. Toutes les particules de matière ont une durée de vie finie. L'électron, c'est 10 puissance 30 secondes. Le photon, c'est 10 puissance infinie. Le photon, il est éternel. Donc les photons qui vous composent, ils existaient avant vous, ils existeront après vous, mais ils sont éternels. D'accord. Alors on arrive bientôt, pas tout à fait, à 5 minutes. Hein. Bon, j'avais d'autres choses à dire pour le photon, mais j'ai pas le temps, je passe. Un truc qui m'a beaucoup intéressé, certains l'ont peut-être écouté parce qu'il vient des fois à Biarritz, c'est Erwin Laszlo. Erwin Laszlo qui a travaillé sur le champ quantique. Et Erwin Laszlo, en fin de compte, il a posé une hypothèse qui est très intéressante. Vous savez que l'univers, c'est un vide qui n'est pas vide. C'est un vide qui est un quantum d'énergie. Et dans ce quantum d'énergie, à un moment donné, apparaissent des fluctuations. C'est les fluctuations du vide quantique. D'accord ? Qui sont en fin de compte les premières matérialisations de la matière. Et chaque matière, toute la matière qui vous compose, d'accord, a au départ, comme origine, une fluctuation du vide quantique. Il ne faut pas voir les fluctuations du vide quantique comme de la matière qui s'est détachée, d'accord. C'est comme si le champ d'information, à chaque fois qu'une particule est émise, se déformait. Donc chaque particule qui est émise, en fait, compte n'est qu'une déformation du champ. D'accord ? Ce qui explique aussi la non-séparabilité. Parce que si chaque particule qui nous compose tous ici n'est qu'une déformation du même champ, on est tous reliés. On est bien d'accord. Et ce que Laszlo a mis comme hypothèse, et je trouve ça très intéressant, c'est que finalement, ce champ, à chaque fois qu'il y a matérialisation de quelque chose, on garde une mémoire sous la forme d'une onde. Et donc, pour Laszlo, il y aurait à la surface de ce champ des ondes. Vous savez, les ondes, vous lancez un caillou dans l'eau, s'il n'y a rien, il n'y a pas de berge, ben, l'onde elle continue à vitam aeternam. C'est le principe de la houle qui va former des vagues uniquement quand elle va rencontrer un haut fond. D'accord ? Il y a dans ce champ quantique certainement une mémoire de tout ce qui a existé.
Et ça, moi, ça m'a fait tilt. Quand je suis allé à Hawaï travailler avec un chaman, on a travaillé sur l'océan et sur la mémoire de l'océan. Pour les Hawaïens, l'océan porte la mémoire de tous les événements qui s'y sont passés. Donc on a travaillé là-dessus. Et quand vous lisez l'hymne de la création de Kumulipo chez les Hawaïens, ils vont vous raconter tout le développement du monde, toute l'embryogenèse, finalement, sans avoir les connaissances que nous, on a scientifiques, d'accord? Et ils ont dans cette lecture de l'océan, finalement, ce que les scientifiques ici retrouvent avec ce champ quantique. Donc s'il y a une mémoire dans ce champ, ça veut dire que tout ce qu'on fait ici-là, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on... eh ben, va venir s'imprimer dans le champ. Et ça, c'est notre karma. D'accord? Et donc, ça va influencer en bien ou pas bien, hein, voilà, tout le monde, quoi. Voilà, il me reste 3 minutes. J'arrive presque au bout. Autre point qui m'a intéressé un peu dans la suite de ça, c'est la triade cœur, cerveau, tube digestif. D'accord, qu'on travaille beaucoup en ostéopathie, parce que les mouvements embryologiques du système nerveux, du cœur et du tube digestif sont reliés. D'accord. Et pourquoi ça m'a intéressé? Parce que dans ce que j'appelle l'intuition, le discernement et l'esprit critique, la question souvent, par rapport à la question de style, si un homme regrette le chemin qu'il a entrepris, pourquoi il regrette? Parce qu'il avait le choix finalement de suivre ce chemin-là. J'ai 2 routes à prendre. J'ai une route qui va longer la rivière, j'ai une route qui va traverser la forêt pour aller au même village. Quelle route j'emprunte? Alors je peux dire, oui, je vais prendre la route à côté de la rivière parce qu'il fait soleil, et j'ai envie de prendre la lumière, et puis dans le bois, il y a peut-être des gangsters. Hein, plein Moyen-Âge, bon. Et puis en fin de compte, je vais prendre la route qui longe la rivière, et derrière un pont, j'ai tombé sur les gangsters. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai raisonné de manière analytique, avec mon mental. Alors que si je fais fonctionner mon intuition, mon discernement et mon esprit critique, j'ai moins de risques, ou plus de chances, finalement, de prendre de bons chemins. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas rencontrer les gangsters, mais si je les rencontre, c'est que je dois les rencontrer. D'accord? Et ce qui nous permet, en fin de compte, de percevoir les choses, c'est d'abord ce qui va se passer dans notre cerveau entérique, donc au niveau de l'abdomen. D'accord? C'est là où on va avoir un ressentiment. Hein, soit ça va nous serrer le ventre, hein, je dis tiens, je vais prendre le bois. Ah, ça me serre le ventre. Pas bon le bois. La rivière. Ah, j'ai le ventre qui respire. La rivière. Ok. D'accord? Et puis après, l'esprit critique. Est-ce que tu as bien fait de prendre la rivière? Oui, parce que tu n'as rencontré personne qui aurait pu te voler ta bourse. D'accord? Et ça, c'est le mental. Mais le mental, il intervient qu'à la fin. Il faut toujours soumettre à l'émotionnel, au cœur, d'accord, les informations par rapport à ce qu'on va décider de faire. Alors, les 2 derniers points donc, que j'ai abordés dans le bouquin, c'est le rapport à la verticalité, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Moi, dans la définition de l'OMS dit la santé, c'est un cheminement vers le bien-être sur un plan physique, psychique et social. Moi, je rajoute toujours sur un plan spirituel, d'accord. Le physique et le psychique, c'est la relation à moi. Le social, c'est la relation aux autres. Et le spirituel, c'est la relation au monde. D'accord? Pour que les choses fassent sens. Je ne peux pas vivre si les choses ne font pas sens. Si la vie n'a pas de sens, ça ne vaut pas la peine. D'accord? Et c'est ce sens qui va permettre de passer du moi au soi. Et qui fait que le moi, l'énigme du moi va être résolue. Il y a une phrase de Wim Wenders que j'adore, et qui montre bien l'énigme du moi et l'incomplétude du moi si on n'accède pas au soi. C'est dans Les ailes du désir, si vous vous souvenez. Il dit « Comment se fait-il que moi qui suis moi, avant que je devienne, je n'étais pas. Et qu'un jour, moi qui suis moi, je ne serai plus ce moi que je suis. » Sans le soi, ça c'est une énigme. Il n'y a que le soi qui permet de résoudre ça. Donc le rapport à la verticalité, pour moi, l'incarnation, c'est pas le hasard. Hein, on choisit nos parents, on choisit nos parents pour les conditions qu'ils vont nous donner pour réaliser ce passage du moi au soi. Et
Et ce qui est important quand on a réalisé ce passage du moi au soi, et même avant, hein, mais encore plus quand on l'a réalisé, quand on a touché agapé dans le couple, c'est le partage. C'est-à-dire que rien ne vaut si ça n'est pas partagé. Parce que seul le partage est fécond. Et le partage, c'est dans l'horizontal. C'est dans là-haut, hein, par rapport au pot. Voilà, et donc, je pense que dans le monde actuel, dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, hein, le partage, c'est ce dont on a le plus besoin. Voilà, j'ai fini, j'ai pris 2 minutes de retard. Yes. Je suis content. Donc, si vous avez des questions...